Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je profite avant même de répondre, de remercier évidemment les organisateurs et les organisatrices de ce colloque et surtout de les remercier de mettre en place un débat autour de cette question vraiment fondamentale qu'est la sécurité. Je réponds tout de suite à votre question. Mais j'insiste très largement sur le fait que cette question autour de la sécurité est un choc entre différents fondamentaux. Vraiment. Et c'est un lien vers la question que vous posez, la position de la CFDT vis-à-vis de cette ouverture à la concurrence. On l'a dit, on l'a démontré, on l'a répété, l'ouverture à la concurrence n'apporte pas, ni évidemment en termes de services publics, ça a été largement développé dans l'intervention de Thierry précédemment, ni en termes économiques, ça, les premiers éléments sont posés, et évidemment ça pose la question de la sécurité, on y vient tout de suite, et est-ce que c'est obligatoire, puisque c'était la question que vous posiez? Évidemment, non. Ça a été dit, ça a été rappelé. La présentation, d'ailleurs, historique qui a été faite démontre bien le fil, effectivement, et les choix, à certains moments, qui ont pu être opérés, qui sont des choix rigoureusement politiques. Bon, certains choix ont été faits de l'ouverture à la concurrence et un choix strictement interne de recourir effectivement à des filiales. Pourquoi ce choix a été fait? C'est pas celui évidemment que nous défendons. Ce qui nous a toujours été posé, c'était de dire que ce choix était quasiment une forme d'obligation dans une espèce de compétition économique. Bon. Mais au-delà de la compétition économique, c'est bien la question du service qui va être rendu et de la production ferroviaire qui doit être opérée qu'il faut regarder. Et la question de la sécurité, évidemment, s'invite dans ce sujet de la production. Ce sujet de la production par la sécurité pose un fondamental, je le répète, de la même manière effectivement que l'ouverture à la concurrence, le choix des filiales est un fondamental en termes de choix politiques. La sécurité est un fondamental dans ce qui nous constitue en tant que cheminotes et cheminots au quotidien. Julien l'évoquait tout à l'heure, l'engagement au service public se fait aussi sur la qualité du service qui est rendu et la qualité passe nécessairement par cette sécurité absolue et essentielle. Et évidemment, la sécurité, c'est tout sauf une notion éthérée. La sécurité, c'est une répercussion sur des vies, très concrètement. Donc ce sujet-là ne peut pas être évidemment occulté au regard de préoccupations strictement économiques qui pourraient être données. Mais ce que traduit aussi ce choix que vous posez, alors avec des nouveaux opérateurs qui vont dès juin 2025 opérer entre Marseille et Nice, mais aujourd'hui des collègues qui sont déjà dans des filiales, puisque depuis le 15 décembre, des collègues sont déjà positionnés dans ces filiales. Et on sait très bien qu'un horizon de 2028-2030, ça a été d'ailleurs montré dans l'intervention que vous faisiez au tout début sur les différentes évolutions, eh bien oui, c'est plus d'une cinquantaine de filiales en fait qui vont être mises en œuvre. Et là aussi, ça pose une autre question fondamentale, c'est finalement quel est l'objectif sécurité global que nous avons? Nous, on sait celui qu'on défend, mais quel est celui qu'on nous impose? Dans un système qui est complètement éclaté, comment voulez-vous avoir une politique et un objectif global de sécurité qui soit commun? C'est aussi simple que ça, en réalité. Et évidemment, plus vous éclatez les intervenants, plus vous multipliez évidemment les donneurs d'ordre. Et donc plus vous générez un risque sécurité. C'est mécanique. Vous générez aussi évidemment un risque économique par des coûts de transaction. Bon, ces éléments-là ont été largement documentés d'ailleurs et ont largement été souvent portés, notamment dans les interventions au CCGPF. Mais on voit bien effectivement la question de l'unicité de cette question de la sécurité. Et ça nous amène à un autre point fondamental que nous mettons en avant évidemment côté CFDT cheminot, mais de manière unitaire en règle générale, qui est la question de la culture sécurité. Cette question de la culture sécurité, là aussi, elle est consubstantielle à notre activité. Elle est absolument prégnante dans tout ce que nous pouvons faire. Mais comment voulez-vous avoir une culture sécurité dans un système éclaté où les différents intervenants vont avoir des objectifs différents? C'est bien là le nœud du sujet. Et c'est bien là la question, évidemment, qui va se poser. Alors, ça peut, après, évidemment, se développer sous d'autres aspects. Il y a la question, ça a été abordé aussi, du financement, et je me permets juste un point sur ce sujet-là. Le financement et le financement du réseau, avec la question à la clé, la sécurité est-elle un élément qui intervient dans la question du financement? Bon, c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui est compliqué, parce que comment peut-on envisager à un seul instant qu'il y ait un renoncement sur la sécurité au détriment du financement? On n'ose pas le croire. On ne voudrait pas le croire. On est nécessairement confronté néanmoins à cette question, très importante. Mais la question du financement, elle se voit par les ressources, mais elle se voit aussi par la productivité qui est imposée. Et la question de la productivité, évidemment, le premier point, c'est les emplois, notamment. Et ça a été dit, quand on passe d'un ratio 100 à un ratio 77 en 15 ans, nécessairement, l'exercice de la sécurité dans une culture qui est nécessairement fragmentée et avec des moyens d'opération qui sont limités,
évidemment, on va au-delà de graves problèmes. Ça renvoie après à la question de la réhumanisation des trains et des gares, ça a été évoqué par M. Lerest à l'instant, donc ça, évidemment, on ne peut aller que là-dessus. Et pour finir très rapidement sur cette intervention, Julien l'évoquait, mais il faut considérer la sécurité, évidemment, sous 3 aspects. Sécurité des circulations, sécurité du personnel. Et dans la sécurité du personnel, il y a un sujet particulièrement douloureux qui nous impacte tous. Il y a les accidents mortels, ça a été rappelé en introduction, et c'est d'ailleurs un des éléments de la genèse de ce colloque. Mais il y a évidemment aujourd'hui le destin de ces collègues qui, dans un contexte effectivement particulier, professionnel, extrêmement douloureux, arrivent à des drames. Ce sujet-là, il nous impacte tous, évidemment. On l'a tous en tête. Ça, c'est une question fondamentale de sécurité aussi, qui ne peut pas rester sans réponse. Merci. Alors, même question, même réponse en réalité que sur la question ouverture à la concurrence sur le transport de voyageurs. La question du GI, du gestionnaire d'infrastructure, du réseau ferré national. D'abord, c'est le socle. Le réseau, c'est le socle. C'est pas compliqué. Toute production ferroviaire passe effectivement par cette question du réseau. Et un socle, s'il est fissuré, a priori, il va présenter différents dangers. Donc oui, évidemment, la multiplication du nombre de gestionnaires d'infrastructures amène des questions de coordination. Et quand il y a de la coordination, il y a nécessairement des questions d'interprétation, il y a des questions de choix, d'arbitrage qui doivent être faits, qui ne sont pas propices, là encore, à une culture sécurité, où on est dans une logique effectivement assez unique entre l'ordre et l'exécution. C'est assez évident. Alors, est-ce que sont les mêmes effets, est-ce que sont les mêmes ampleurs? Pas tout à fait. Aujourd'hui, on peut voir effectivement que la question du gestionnaire d'infrastructure ne se pose pas en termes d'ouverture à la concurrence comme pour le transport de voyageurs. C'est un fait. Après, ça a été évoqué. De toute façon, aujourd'hui, on est dans une situation où c'est déjà en place. Alors, ce qu'il y a derrière cette question du gestionnaire d'infrastructure, c'est évidemment la question du financement. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que multiplier les gestionnaires d'infrastructures est aussi une source de financement qui se déploie sur plusieurs axes? C'est ce qu'on a vu à l'époque avec des partenariats publics-privés. Mais la question qui va se poser, c'est surtout l'état de l'infrastructure au moment du rendu. Voilà. Vous commandez... Dans la commande publique, il y a des objectifs qui peuvent être posés. Après, se pose la question de la maintenance de l'outil qui est mis notamment sur des questions de PPP. Et au moment de son retour dans le réseau ferré national, finalement, de l'état global de l'infrastructure. Et ça nous renvoie évidemment à la question du vieillissement du réseau plus global, donc à la question du financement, donc à la question du milliard manquant aujourd'hui. Tous ces sujets qui sont bien connus, mais la question qui peut se poser, effectivement, c'est de savoir s'il y a cette considération de sécurité dans l'organisation particulièrement complexe qui est mise en place. Évidemment, côté CFDT cheminot, comme c'est dit d'ailleurs par les autres organisations syndicales, on s'interroge là-dessus. J'essaye de le dire poliment. Parce qu'évidemment, l'interrogation, elle est quand même teintée d'une certaine conviction sur le fait qu'on n'y est pas tout à fait. Mais si on est sur la question du gestionnaire d'infra, il y a trois sujets que je souhaiterais souligner quand même. D'abord, il y a la question, évidemment, dans l'exercice de la sécurité, sur la responsabilité. Et c'est vrai qu'on a eu un glissement, qu'on a tous dénoncé, qui est un glissement particulièrement important, qui a été évidemment mis en exergue au moment du procès de Brétigny, auquel toutes les fédérations étaient d'ailleurs partie civile. Ou, pour le dire de manière un peu triviale, pardonnez-moi, mais c'est vrai que les chefs d'accusation, côté Brétigny, il y avait les personnes morales, mais il y avait aussi des personnes physiques. À ce moment-là, ça veut dire que, de manière conceptuelle, on est en train de se dire la responsabilité globale de la sécurité du système, certes, il y a des personnes morales, mais n'allons-nous pas sur la condamnation de personnes physiques? Ce n'est pas l'issue du truc. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est que finalement, ce qui a été posé, c'est que la responsabilité, et notamment du financeur, notamment de celui qui est responsable, en l'occurrence l'État, a été bien démontrée. Alors le problème, c'est que ça ne relève pas de la justice. L'État, effectivement, n'est pas injusticiable comme les autres, à proprement parler. Donc, évidemment, ça pose d'autres problèmes, mais ça pose un problème à hauteur de salariés que nous sommes sur quelle est la part de responsabilité indue qui est faite porter à l'individu quand c'est bien une question de système qui se pose, et on en revient toujours sur ce sujet-là. La question de la sécurité est une question de système, la question de la sécurité s'incarne aussi par cette question de la culture. Deuxième sujet que je souhaite souligner très rapidement, c'est la question de la formation. Il n'y a pas de sécurité sans formation.
C'est une évidence. Pour autant, évidemment, la conception de la formation se fait dans « je forme pour ce qui doit être pour ce qui doit être fait ». Mais est-ce que je forme pour une compréhension globale du système? Non, on sait qu'on est sorti de ce sujet-là. Et c'est bien dommageable. Et ça a des effets évidemment à terme qui sont vraiment très 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 compliqués. Et puis évidemment, j'en termine tout de suite et j'en termine sur ce point. Cette question de la sécurité du GI. Alors on sait que, on en revient là-dessus. Il y a la sécurité et les sécurités. On sait très bien que la sécurité d'un chantier, par rapport à des collègues qui peuvent être dans des EIC sur la sécurité des circulations, sont deux appréhensions différentes, mais qui doivent se nourrir, qui doivent se compléter, bien évidemment. Pour autant, au final, tout ce dont on discute là, ça a une incidence directe, évidemment, sur les circulations, sur les usagers, mais ça a aussi, évidemment, une incidence sur la sécurité du personnel. Et quand on parle de coactivité, comme c'était le cas précédemment, on le dit régulièrement à la CFDT cheminot, leur sécurité, c'est notre sécurité, et inversement. Et ce truc-là renvoie aussi à la responsabilité du donneur d'ordre. C'est un autre sujet qu'il faut évidemment aborder, mais c'est un sujet qui est vertigineux par son ampleur, par ses conséquences juridiques pénales, mais aussi par les incidences que ça peut avoir pour les salariés que nous sommes et que nous représentons. Merci, allons-y. Alors peut-être répondre à l'ensemble des questions, je pense que chacun apportera quelques éléments. Sur la première intervention, oui, évidemment, on ne peut que partager les risques que vous pointez, qui sont à la fois évidemment vertigineux et inacceptables. Pour autant, comment dans ce système-là, effectivement, ça peut être porté? Évidemment, une association, pour la part de la CFDT cheminot, aux propos que vous portez, qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Sur les deux interventions suivantes, je souhaiterais pointer deux éléments peut-être. D'abord, il y a la question, évidemment, CSSCT. C'est un sujet qu'on a assez peu abordé finalement dans le débat qu'on a, mais qu'on voit sur beaucoup d'éléments. Bon, 2018, création des CSE, CSSCT, comment on fait de la sécurité en proximité quand on n'a plus de représentants du personnel? Voilà. Cette question-là, évidemment, elle est fondamentale aussi. On le voit, et on le voit dans les témoignages, qui viennent d'être faits. Quand on a des sujets d'ampleur, qu'on est, et je reprends un terme qui a été évoqué sur la question notamment de comment ça descend jusqu'au terrain, une vision qui peut être un peu théorique, mais en réalité, si on n'a pas résolu la question de la théorie, l'application pratique, elle pose problème. Bref, ce chaînon, effectivement, qui est devenu manquant au sens où il a été mis à mal par les éléments de 2018, pose un vrai problème sur l'exercice de la sécurité par la question de la représentation du personnel en proximité. Et il faut rendre hommage à celles et ceux qui représentent effectivement le personnel dans des instances qui sont particulièrement difficiles et qui portent ces questions de sécurité, de réalité de la pratique du travail qui doit être faite. Et enfin, dernier sujet, celui de la capacité. Oui. Quand on a un réseau effectivement qui est vieillissant, qui nécessite plus de travaux, mais avec une aspiration à plus de trafic ferroviaire, parce que c'est une attente sociétale importante, parce que c'est une réponse aussi aux enjeux qui sont devant nous, nécessairement, moins de temps, plus de charges, plus de contraintes. Bon, là, vous avez l'équation fatale, évidemment, d'une question sécurité qui doit être posée. Voilà, très rapidement, et pour laisser place, évidemment, aux autres interventions, mais sur ces 3 points. Merci. Bon, dans le temps imparti, effectivement, premier point, ça a été évoqué. On fait un lien nécessaire entre cette culture de la sécurité qui doit redevenir une culture qui intègre complètement l'ensemble du système, et ça doit se décliner sur la question de la formation. Là aussi, il n'y a pas de miracle. La formation, c'est du temps, c'est effectivement un investissement, ça n'est pas un coût, c'est un investissement. Il doit y avoir des politiques d'entreprise qui renforcent cette question de la formation avec cette culture sécurité qui donne à voir ce qu'est le système et non pas un morcellement de ma formation sur mon activité de manière totalement décorrélée du reste des activités. C'est un point évidemment absolument crucial. Le deuxième sujet, pour la CFDT cheminot en tout cas, qui doit être posé, c'est de parler travail. Il faut parler de l'activité réelle qui est exercée. C'est de là que viennent les fondamentaux aussi de la sécurité. Et il est nécessaire d'avoir des espaces de dialogue, des espaces de construction autour du travail. Alors que ce soit, nous, on le souhaite évidemment, des espaces qui se baseraient plutôt sur une forme de paritarisme, à la fois dans la discussion, à la fois dans la définition. Mais il faut revenir sur le travail
réel et sortir d'une question, en tout cas de l'acception de la sécurité, autour de notions de travail prescrits, mais avec un différentiel, évidemment, c'est bien connu, qui peut exercer. Donc, parlons du travail tel qu'il se conçoit, tel qu'il se réalise, et dans ce qu'il implique aussi en termes de conséquences pour ceux qui le font et pour ceux qui le produisent. Et puis un troisième point, et je ne ferai pas plus long là-dessus, mais il me semble, le mot est très moche, effectivement, mais c'est très utilisé, c'est quelque chose qui est impensé, qui n'est pas conçu. Aujourd'hui, nous sommes face à des évolutions technologiques qui sont majeures. Voilà, il y en a plein, à la fois effectivement dans la conception, dans la production. On a un volant effectivement technologique devant nous ça a toujours existé dans le ferroviaire. C'est même effectivement l'histoire du ferroviaire que d'être une succession d'innovations technologiques. Mais on en a aujourd'hui qui ne sont plus discutées. On a des innovations technologiques effectivement qui arrivent, qui ne sont pas posées à la fois aux salariés, à leurs représentants, de ce que ça va représenter. Il nous semble côté CFDT Cheminot absolument indispensable d'avoir un dialogue autour de ces évolutions technologiques. Comment elles sont conçues, comment elles vont être développées, quels sont les impacts, et surtout, évidemment, bien évidemment, qu'il y ait une double entrée qui soit vécue là-dedans, une entrée sociale, évidemment, mais aussi une entrée sécurité. Et ces angles-là, aujourd'hui, de notre point de vue en tout cas, sont des angles morts qui ont des conséquences, ou qui pourraient en tout cas avoir des conséquences, qui sont absolument calamiteuses et néfastes. Donc voilà, 3 pistes de travail concrètes qui peuvent être mises en place assez rapidement et qui nécessitent d'ailleurs une action de l'ensemble des fédérations syndicales. Et je ne doute pas d'ailleurs un seul instant que sur ces éléments-là, il y ait une forme d'unité avec nos spécificités, avec nos manières de porter les choses et de les concevoir, mais en tout cas qu'il y ait une unité de conception sur la défense des salariés, du système et de la sécurité qui nous permettent effectivement d'avancer aussi de manière conjointe. Merci.